les entreprises qui font de la RSE ont plutôt tendance à dire qu'elles font de la performance globale. C'est-à-dire qu'elles essayent d'avoir une forme d'équilibre entre la performance économique, la performance sociale, la performance environnementale et la performance sociétale. Bonjour Daniel Luciani, merci d'être avec nous. Vous êtes expert stratégie RSE des entreprises. Ma première question sera simple, qu'est-ce que c'est la RSE? La question est simple, évidemment, la réponse va l'être beaucoup moins. Parce que la RSE, en fonction des tailles des entreprises, en fonction du secteur d'activité, ça peut relever plein de choses différentes. En tout cas, on peut y mettre plein de choses différentes. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, tel qu'on peut l'entendre, de ce qu'est la RSE, c'est ni plus ni moins que comment une entreprise regarde ses responsabilités, de ses enjeux, comment elle met en œuvre l'intégralité de ses activités au regard des impacts positifs ou négatifs qu'elle est susceptible de produire à la fois sur la société, les hommes et l'environnement, et comment elle intègre la nature de ces impacts, positifs ou négatifs, comme je le disais, dans la responsabilité et dans la tenue de ses actions, de son activité, de ses relations avec les parties prenantes. Est-ce qu'elle est obligatoire, cette démarche RSE, pour les entreprises? Longtemps, la RSE est restée volontaire. Évidemment, faire de la RSE de manière volontaire, ça voulait dire que chacun fait un peu la RSE qu'il veut, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, tiens, moi, j'ai une appétence pour l'aspect RH, donc je vais baser mon RSE sur la question de la discrimination, sur la question de l'inclusion, sur la question de la prise en compte de la diversité. Tiens, moi, je suis dans un secteur où je trie les déchets, donc je vais orienter mon RSE sur les déchets. Le sujet du climat, ça ne m'intéresse pas trop, donc là, je ne vais pas traiter la question climatique. Ok, très bien. Donc là, ça veut dire qu'on a une vision de la RSE qui est difficilement comparable, qui est difficilement appréhendable par des parties prenantes. Les parties prenantes étant les salariés, les clients, les investisseurs, bien sûr, les banquiers. Donc tout ça, à un moment donné, il a fallu l'harmoniser. Et l'harmonisation s'est passée en plusieurs temps. Premier temps, 2001, où on a une loi de modernisation de l'économie, dite loi NRE, nouvelle régulation de l'économie, qui dit qu'il faut que les grandes entreprises produisent sur les sujets de la RSE un ensemble d'indicateurs qui sont normés. Voilà, donc ça c'est la première étape. Et puis on arrive à d'autres étapes, alors là du coup voulues par l'Europe, sur l'harmonisation de la façon de rendre des comptes. Et là on rentre dans quelque chose qui est plus obligatoire. Et effectivement, depuis 2023 précisément, on a une loi directive européenne qui s'appelle la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, qui dit aux entreprises de plus de 250 salariés comment vous allez devoir rendre des comptes en matière de RSE. Quels sont les indicateurs que vous allez devoir produire? Quels sont les contenus, le récit, les narratifs, les analyses que vous allez devoir faire. Est-ce que ça veut dire que la performance d'une entreprise, ça ne veut plus vraiment dire la même chose? Alors, les entreprises qui font de la RSE ont plutôt tendance à dire qu'elles font de la performance globale. C'est-à-dire qu'elles essayent d'avoir une forme d'équilibre entre la performance économique, la performance sociale, la performance environnementale et la performance sociétale. Néanmoins, y a des études qui ont été faites par la Banque de France dans les années 2012 jusqu'à 2016, qui ont été repris par France Stratégie, qui est l'outil de prospective et d'analyse stratégique du Premier ministre, qui a montré que les entreprises qui sont engagées dans une démarche RSE avaient une performance financière supérieure que les autres. Ça veut dire qu'une entreprise qui prend en compte sa performance globale, c'est-à-dire qui prend en compte les enjeux RSE, elle est aussi gagnante en termes de performance financière. Et là, le chiffre qui est donné, c'est plus 13% au regard d'une entreprise qui ne serait pas dans une démarche RSE. Entre l'écologie, le social et la question de la gouvernance, quelle est la priorité des entreprises? À quel dossier elles s'attaquent en premier? C'est très clair, hein. Les différentes études, alors je n'ai pas les chiffres en tête là, mais les différentes études, c'est dans tous les cas l'environnement qui est le premier sujet, et dans l'environnement, qu'est-ce qu'on y met derrière? C'est dans tous les cas la décarbonation de l'activité, c'est dans tous les cas la réduction des émissions de CO2 au regard de la trajectoire climat du pays, de l'Europe, du monde. Ça, c'est le premier enjeu, quoi. En deux, on a quand même
la question de l'inclusion et du bien-être des salariés, qui évolue en fonction du contexte, des périodes, etc. Il y a 5-6 ans, on était en manque de compétences, difficulté de recruter des talents, difficulté de conserver des talents, c'est au moment où on parlait de désengagement, de démobilisation, etc. Et donc là, le volet inclusion, le volet bien-être au travail, le volet social, arrivait tout de suite après le climat. Donc on avait le climat qui était abordé par 90% des entreprises, et puis tout de suite, 80-85%, on avait la question de l'inclusion, du bien-être, dans cette logique de maintenir et d'attirer les talents et les compétences. Les chiffres, à mon avis, sont à peu près similaires. La tendance, évidemment, en termes d'emploi est un peu différente, mais on a ces deux dimensions-là qui existent. On voit que certaines entreprises aux États-Unis arrêtent leur politique de diversité, par exemple. Alors, comment se situe la balance? Vers plus de RSE, vers moins de RSE? Quel regard vous portez là-dessus? Pour les entreprises américaines qui ont arrêté leur politique, c'est peut-être pas un mal. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il y avait beaucoup de greenwashing. Et donc, investir de l'argent dans des politiques où en fait, au final, c'était du greenwashing, finalement, je ne sais pas si ce n'est pas un bien pour un mal. Donc ça, c'est ma vision, parce que les entreprises qui ont dit qu'elles allaient arrêter leur politique d'inclusion ou de diversité, ce n'est pas les références en matière de responsabilité ou d'alignement avec les enjeux de transition. Donc je ne suis pas fondamentalement inquiet, celles qui avaient vraiment pris des enjeux, parce qu'elles y voient un intérêt pour l'ensemble des parties prenantes, y compris l'intérêt de l'entreprise, celles-là, elles vont continuer. En Europe, il faut quand même, et en France en particulier, il ne faut pas oublier qu'on a une culture du social qui est liée à ce que les entreprises font depuis très longtemps, c'est le bilan social. Donc en France, on a une culture du social, et en Europe un peu quand même aussi, une culture du social bien plus forte qu'aux États-Unis. Une chose est sûre, dans le contexte de backlash écologique là, qui est le nôtre quand même, avec d'abord ce qui a déclenché le truc, c'est pas Trump, pour l'Europe c'est le rapport Draghi, qui dit il faut simplifier le reporting extra-financier, le reporting RSE des entreprises. Il faut que notre politique, le Green Deal, soit plus souple, parce qu'on met trop d'obligations sur les entreprises. Et donc ça pèse du point de vue administratif, ça pointe du point de vue financier, parce que ça veut dire des ressources supplémentaires. Donc la compétitivité des entreprises européennes et des entreprises industrielles européennes serait mise à mal par ce surplus d'obligations liées à l'environnement. Essentiellement lié à l'environnement, parce que sur l'aspect social, on n'en parle quasiment pas, quoi. Donc ça, c'est le rapport dont s'est emparée quand même la législation, l'Europe d'une part, qui a proposé le 26 février dernier, donc 2025, là, donc tout récemment, une proposition de législation dite omnibus pour que tous les sujets de la RSE, tels que l'Europe les avait déjà votés, soient simplifiés. Et là, du coup, on ne va plus avoir une RSE européenne aussi ambitieuse, on va avoir quelque chose qui est dégradé, soi-disant, pour faire face à la question de la compétitivité. Qui plus est, on a un président américain qui évidemment a été élu, pour qui le climat n'a jamais été un sujet, donc il a dit de toute façon on va sortir de l'accord de Paris. Bon, ok, très bien. Ensuite, les États-Unis ont d'autres formes de notre vision de la RSE que l'Europe. Les États-Unis ont une vision très financière de la RSE. Ce qui intéresse les entreprises américaines, c'est en gros, est-ce que l'aspect environnemental peut avoir un impact négatif, évidemment, ou positif, mais surtout négatif, sur ma performance financière. Alors que l'Europe dit, il faut regarder à la fois les impacts, évidemment, que peut avoir l'environnement, mais aussi le social, sur la performance financière de l'entreprise, mais en même temps, il faut quand même regarder si l'entreprise a des impacts négatifs ou positifs sur l'environnement, sur le social et sur la société. Et évidemment que dans la logique de guerre potentielle, d'investissement pour l'effort de défense européenne, évidemment la question climatique, la question de biodiversité passe au deuxième plan. Merci Daniel. Avec plaisir, Sophie.